Bonjour et bienvenue sur la quotidienne Lénum, la version condensée. Je vous rappelle que le replay complet est disponible sur notre chaîne Twitch, dont le lien est disponible en commentaire en dessous. Nous on est parti pour l'essentiel de l'actu en quelques minutes. Et on commence avec encore ces histoires de pénurie qui vont se répercuter sur notre petit porte-monnaie. C'est Sonos, le fabricant d'enceintes connectées, de smart enceintes, qui vient d'annoncer une hausse de ses tarifs à cause de la demande très haute et des fournitures très basses. Eh bien, entre 10 et 100 dollars supplémentaires vont être ajoutés au prix de certains de leurs produits. Donc vous pouvez voir le tableau ici récapitulatif. Ça commencerait dès le 12 septembre, notamment aux États-Unis. On verra comment ça va se répercuter chez nous. Mais si vous voulez acheter du Sonos et plus généralement si vous voulez acheter de l'électronique et des produits high-tech un peu populaires, c'est peut-être le moment de faire vos emplettes parce que la hausse arrive et elle arrive très vite. Continuons maintenant du côté des voitures avec un constructeur chinois très ambitieux dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Eric nous le présentait vendredi et Eric nous en a fait carrément un dossier. Ce constructeur s'appelle Aura et il appartient au géant Great Wall Motors. Des voitures hybrides, des voitures électriques et surtout des voitures avec un design très sympa, d'aucuns diraient peut-être un petit peu anglais et mini Cooperesque pour ces voitures plutôt compactes, apparemment assez flatteuses et assez bien finies, selon Eric qui a pu un peu les rencontrer, les tester au salon de Munich. Mais vous verrez bientôt ces petites courbes de phare avant et ces courbes de coffre sur nos routes françaises. On a hâte de voir, puisque derrière Aura, c'est un petit peu tout le mouvement des constructeurs chinois qui pourrait exploser dans la prochaine décennie. On vous rappelle que la Chine a beaucoup d'avance et de maturité pour leur marque de voiture et leur technologie de batterie. Passons maintenant aux deux roues, mais on va parler des deux roues et de vos smartphones. Apple vient de confirmer des retours de plusieurs utilisateurs depuis plusieurs mois. Les motos et la vibration des moteurs de moto thermique pourraient abîmer vos téléphones et notamment la partie photo de vos téléphones. Si vous avez des iPhones qui ont notamment de la stabilisation optique et de l'autofocus, c'est-à-dire une bonne partie des iPhones récents depuis quelques années, eh bien, il se pourrait qu'une fixation prolongée et répétée sur vos motos puisse endommager les performances et peut-être bouger ces composants encore un petit peu mobiles. Donc c'est une alerte qui a été mise en place par Apple qui est très officielle. Attention, surtout pour les grosses cylindrées, vos téléphones qui sont accrochés à vos motos avec des fixations de type quadlock pourraient en souffrir à terme. On se rappelle en tout cas qu'on a vu pas mal de retours utilisateurs ces derniers mois sur des forums et sur YouTube et pas que pour des iPhones. Donc encore une fois, faites très attention et merci en tout cas au chat ce matin à 11h qui m'a rappelé que justement certains constructeurs mettez en place déjà des systèmes anti-vibration sur leur fixation. Quoi qu'il arrive, faites attention à vos téléphones sur vos deux roues. On attaque maintenant le plus gros procès tech de l'année, même de ces dernières années. Je vous rappelle que Epic s'est attaqué rien de moins qu'à Apple et à Google. On a le premier rendu, c'est le procès Epic versus Apple et c'est la juge Yvonne Gonzalez-Rogers, officier en Californie, qui a un peu déclaré zéro vainqueur et qui avait un peu tapé sur les doigts de tout le monde. Donc même sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont pensé que Apple avait perdu le procès contre Epic, puisque je vous rappelle que Apple devra sûrement ouvrir ses offres de paiement à d'autres que la leur dans les applications. Eh bien, Epic a quand même perdu et va devoir payer des millions de dollars d'amende à Apple pour notamment n'avoir pas respecté leur contrat en introduisant un système de paiement dans Fortnite sans la demande d'Apple et en sachant très bien que c'était illégal. Je vous rappelle que c'était partie du plan de bataille d'Epic. C'était de mettre un système de paiement dans Fortnite, de se faire bannir par Apple et de demander à sa communauté de les soutenir dans leur lutte contre Apple. C'était un petit peu une tentative, un petit plan un peu de la part d'Epic qui n'a pas fonctionné puisque selon la juge, ils n'ont pas respecté, en tout cas, leur contrat. Donc Apple a complètement le droit de les bannir. Je vous rappelle que ce n'est pas que Fortnite, mais tout Epic qui a été banni de l'App Store. Et donc Epic a déjà fait appel de ce jugement, mais on vous rappelle aussi que Apple en a également pris pour son grade et qu'on a un excellent article de The Verge qui vient un petit peu résumer le procès. Globalement, la juge trouve que Apple abuse, mais qu'ils sont dans leur droit. Donc elle dit clairement Apple est très cher. Apple gagne beaucoup d'argent et Apple n'est pas vraiment très bon en termes de dialogue et d'innovation pour aider leur écosystème de développeurs. Mais d'un autre côté, Apple n'a pas été dans des pratiques notamment monopolistiques et des pratiques d'antitrust, tout simplement puisque pour la juge, Apple ne représente pas aujourd'hui un monopole de marché, puisqu'Apple, ce n'est qu'une partie du marché du mobile. En tout cas, c'était très intéressant. Il y a eu beaucoup de morale et de leçons à tirer de tout cela. La plus intéressante étant peut-être de savoir si Fortnite est un jeu vidéo, puisqu'on vous rappelle que Epic avait déclaré que Fortnite n'était pas vraiment un jeu vidéo, mais un métaverse, et donc
devait aussi changer le règlement, pas que pour les jeux vidéo, mais pour toutes les applications et les réseaux sociaux. Ce à quoi la juge a déclaré, finalement, après avoir demandé à beaucoup d'experts ce qu'était Fortnite et ce qui constitue un jeu vidéo, que Fortnite est bien un jeu vidéo. En tout cas, allez voir, le procès n'est pas fini puisqu'il y a un appel, mais allez voir les synthèses là-dessus et vous allez voir, c'est beaucoup plus gris que ce que les premières réactions auraient pu laisser entendre. Passons maintenant à la France avec un concours de clout entre les candidats et candidates à la présidentielle 2022. Une start-up française qui a été assez maligne là-dessus sur le buzz, qui s'appelle Five Icon, a décidé d'établir un baromètre de popularité sur les réseaux sociaux, un baromètre d'influence de toutes les personnes qui voudraient être dans la course à la présidentielle pour mai 2022. Elles se sont appuyées sur 4 critères quantitatifs et qualitatifs et également la puissance du parti que représentent ces personnalités pour établir un premier classement sur 100 en fait, puisque ce sont 4 critères notés sur 25 et qui permettent de voir qui sont les plus influents là-dessus. Emmanuel Macron arrive en tête avec 89 sur 100 pour l'instant. Je vous rappelle que Fabicon va mettre à jour très régulièrement ce classement. Jean-Luc Mélenchon arrive deuxième, Marine Le Pen est suivie de Bruno Le Maire et de Marion Maréchal Le Pen. Et enfin, fermant la marche des gens en tête, nous avons Édouard Philippe et Laurent Wauquiez. On pourra aussi voir le classement de toutes les personnalités politiques là-dessus. Intéressant à voir, Éric Zemmour, qui officiellement n'est pas une personnalité politique mais un chroniqueur, fait partie du classement à la 58e place. Ce sera en tout cas un très bon moyen pour ajouter encore un peu d'huile sur le feu et trouver d'autres raisons pour que les fans de X ou X candidats puissent se mettre dessus joyeusement sur les réseaux sociaux. Passons maintenant à Google avec 2 scandales ce week-end assez graves. Le problème concerne un petit peu la paye de ces travailleurs externes. Donc toutes les sociétés et les personnes en freelance qui travaillent pour Google auraient été sous-payées depuis de nombreuses années. Plus grave encore, Google et ses dirigeants auraient été au courant depuis plus de 2 ans, depuis 2019, et encore plus grave, Google aurait décidé de ne rien faire ou de laisser traîner les choses pour éviter le bad buzz et éviter surtout de payer de l'argent. Google aujourd'hui emploie environ 100 000 personnes en externe pour un budget de 800 millions de dollars annuels, une note qui aurait dû être bien plus grosse pour le géant de la pub et de la recherche. En tout cas, on verra s'il va y avoir des class actions, des procès ou des demandes de mise à niveau salariale. Google, qui avait la réputation de très bien payer ses employés, eh bien c'est le cas pour certains, mais pas pour d'autres. Deuxième scandale autour de Google, ce coup-ci, ça se passe à Hong Kong. Et je vous rappelle que l'année dernière, beaucoup de GAFAM avaient promis de ne pas collaborer avec les autorités hongkongaises lors de la demande de data et de vie privée notamment de leurs utilisateurs. Ça c'était l'année dernière et depuis on s'est rendu compte que Google a bien fourni des données de vie privée de certains de ses utilisateurs, qu'on imagine être des opposants politiques, aux autorités et ce déjà à 3 reprises. Donc pris la main dans le sac par rapport à sa fameuse promesse. On attend de voir la réaction de Google là-dessus. Mais encore une fois, entre Google et la vie privée et les efforts de Google pour redevenir une entreprise réputée dans le respect de votre vie privée, eh bien voici, on va dire, un nouveau coup dur pour eux, mais surtout un nouveau coup dur pour les personnes qui ont été un peu trahies par leurs services. Et justement, puisque aujourd'hui c'est un peu la fête à Google, nous vous rappelons que Renaud, mon collègue et rédacteur en chef adjoint des numériques, est en train de faire un dossier, la fameuse vie sans Google. Alors la vie sans Google, vous achetez un téléphone Huawei, ça marche, mais si vous voulez essayer vous-même, que se passe-t-il? Eh bien, Renaud a essayé en téléchargeant notamment un OS alternatif qui s'appelle /e/, qui a été créé notamment par Gaël Duval, un des Français qui était derrière Mandrake, la distribution Linux. Et il raconte comment, que ce soit au niveau de l'OS, mais aussi au niveau des apps et des services, eh bien, il est toujours un petit peu velu et un petit peu complexe de se passer de Google et de leurs produits, puisque souvent, certains produits Google sont aussi très populaires et très bons, comme par exemple Google Maps ou encore YouTube. À lire donc du coup cette chronique très intéressante de la part de Renaud qui raconte ce que beaucoup de gens pensent faire, c'est-à-dire quitter les GAFAM, et ce que peu de gens font vraiment, c'est-à-dire vraiment arriver à quitter les GAFAM sans trop en souffrir. Allez, on va passer maintenant à un petit chapitre intelligence artificielle, machine learning. On commence avec Twitter. Je vous rappelle que Twitter, il y a maintenant un peu moins d'1 an, avait été un petit peu critiqué par des utilisateurs qui se rendaient compte que son algorithme avait beaucoup de biais, notamment un ratio. Et on a eu ces fameuses images où lorsque vous mettiez une image un peu allongée avec une personne noire et une personne blanche à chaque extrémité, eh bien le recadrage automatiquement se faisait toujours sur la personne blanche. On avait testé dans tous les sens et même Twitter avait reconnu qu'il y avait un problème. Depuis, Twitter a lancé ce qu'on appelle un bug bounty, donc c'est un programme où ils invitent des hackers
notamment ici spécialisés dans l'éthique, à trouver tous les biais qui animent leurs algorithmes. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Que ce soit la couleur de peau, que ce soit le genre, mais que ce soit aussi l'âge. On s'est rendu compte que l'algorithme, comme beaucoup d'algorithmes de cette génération, souffre d'énormément de biais et qu'ils vont reproduire des préférences, on va dire, un peu stéréotypées dans ce qu'ils mettent en avant et dans ce qu'ils vont montrer un peu à leurs centaines de millions d'utilisateurs. Donc assez intéressant puisque Twitter a été très transparent là-dessus. Ils ont fait un rapport de transparence sur ces résultats. Et évidemment, ils vont essayer, en plus d'avoir récompensé les hackers spécialisés dans l'éthique, eh bien, de transformer un peu leur algorithme et de retravailler leur algorithme. On vous rappelle encore une fois que les biais sont quelque chose de très très profondément ancré dans les humains et donc aussi dans les humains qui conçoivent dans les algorithmes et donc du coup dans les algorithmes. On reste dans le machine learning et dans l'intelligence artificielle et ce coup-ci on passe du côté de chez Sony de manière un peu plus légère que chez Twitter. Sony qui va aider peut-être les musiciens et les musiciennes, les compositeurs et compositrices à trouver encore plus d'inspiration puisque via un de leurs laboratoires ils vont permettre sur les plus gros logiciels de composition musicale de vous aider avec des notes, de créer des progressions, des mélodies, etc. suivant certains critères, dont par exemple le genre musical. Ça a été repéré par nos confrères de ZDNet et ça arrive notamment pas encore en France, mais ça arrive assez vite sur les plus gros logiciels. On va voir ce que donne l'application FM mobile de chez Sony pour vos petites applications de composition de musique et voir si vous pourrez notamment fredonner un air et dire dis donc j'ai 3 petites notes. J'adore la hard tech et de voir si vous allez pouvoir composer un chef-d'œuvre de la hard tech grâce à ces applications. Vous pouvez maintenant lancer le débat sur la fin de l'art et de la musique, maintenant que les robots ont remplacé tout le monde. En attendant que les robots remplacent les compositeurs et compositrices, peut-être que les robots vont aider enfin les DJ et les remixeurs. Ce coup-ci, on passe du côté de chez Apple et de Shazam. Je vous rappelle Shazam, le fameux logiciel de reconnaissance de chansons que vous entendez dans la rue ou dans des boutiques. Eh bien, Shazam va être utilisé peut-être par Apple pour détecter et reconnaître tous les morceaux utilisés dans des mix de DJ notamment, et enfin permettre à des mix de devenir légaux puisqu'ils pourraient rétribuer tous les ayants droit et tous les artistes ayant participé. Donc le DJ ou la DJ qui aura mixé et créé ce travail, mais aussi tous les artistes qui seront dans les mix qui ont été utilisés à plus ou moins, avec plus ou moins d'insistance et plus ou moins d'importance dans ces mix. Et donc ce serait peut-être la première fois qu'un service pourrait commencer à casser le casse-tête de la monétisation et de la légalisation du travail des DJ sur les plateformes de streaming. C'est tout le mal qu'on souhaite en tout cas à Apple, à Shazam. On vous rappelle que Google et Spotify ont aussi essayé de résoudre ce casse-tête, pour l'instant sans succès. Allez, on termine et ce coup-ci, la croisière s'amuse, enfin la crypto s'amuse avec une histoire incroyable qui a été rapportée par The Guardian. C'est un paquebot qui a été acheté par 3 millionnaires de la crypto qui ont voulu en faire une nation. Voilà, tout simplement. Pour vous la faire rapide, ils ont acheté un paquebot qui était abandonné depuis la crise Covid. Ils ont voulu l'ancrer au large du Panama et y coller des petits pods et des sortes de plateformes maritimes pour en faire une nation qui n'obéirait à aucune autre règle que les leurs, qui sont des règles ultra-libérales et ultra-libertariennes. Ils voulaient un monde sans gouvernement, sans État. Évidemment, je ne vous spoil pas tout l'article que je vous invite à lire là-dessus sur ce fameux paquebot qui a été nommé d'ailleurs le Satoshi, c'est drôle, et sur évidemment l'échec assez succulent du projet puisque ces jeunes personnes millionnaires rêvaient d'un monde complètement une utopie libertarienne et se sont retrouvés en fait à devoir créer de plus en plus de règles et en fait devoir recréer un gouvernement avec ses droits, ses devoirs, ses impôts, etc. Alors qu'ils voulaient juste louer des chambres pour d'autres personnes qui voulaient en fait échapper au monde tel qu'on le connaît, qui selon eux est un monde beaucoup trop régulé. C'est une lecture assez savoureuse là-dessus sur écoutez, la philosophie de certains crypto bros, comme on les appelle, l'ultralibéralisme, et puis aussi une communauté que je ne connaissais pas, qui est la communauté du seasteading, donc qui sont des communautés qui voudraient créer des cités, voire des nations en mer, pour échapper en tout cas aux règles sur Terre. Spoiler pour eux, en mer il y a aussi beaucoup de réglementations, mais en tout cas voilà. En attendant, ils disaient ça, c'est vraiment succulent. C'est la fin de cette quotidienne condensée du numérique. Je vous rappelle qu'on a aussi parlé de beaucoup d'autres choses durant le live. Je vous retrouve pour le replay complet sur notre chaîne Twitch dans la description de cette vidéo. Je vous rappelle aussi que, en même temps, sur le numérique, il se passe beaucoup de choses et on continue à faire des tests et des comparatifs. Qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? On a fait des glaces
Et oui, pour de vrai, on s'arrête à rien puisque Ophélie et Lélia ont testé une machine à Ice Rolls, ces fameuses glaces qu'on travaille avec des petites spatules pour en faire des petits roulés de glace. Voilà, on a fait des tests très sérieux là-dessus. Nous avons également fait deux comparatifs. Un avec deux aspirateurs Star, le Dyson V8 Absolute contre le Dream T30. Je ne vous dis pas qui a gagné, mais pour Marie c'était très serré. Un deuxième comparatif, du coup ici, attends, je me suis trompé, où est-ce qu'il est? Voilà, un comparatif entre deux téléphones de Samsung, deux téléphones de la gamme A, voire deux téléphones A22, mais on a comparé le A22 4G et le A22 5G. Ça, c'était notre ami Henri, qui a également testé le dernier Motorola milieu haut de gamme, le Motorola Edge 20, un téléphone très intéressant qui pourrait signer le retour de Motorola sur le devant de la scène. Nous avons également un test de la part de Benoît des Jabra Elite 3, très attendu par beaucoup de personnes, puisque en général Jabra a un plutôt bon rapport qualité-prix. Que donnent ces écouteurs True Wireless sans réduction de bruit active à moins de 80 €? Réponse dans le test évidemment de Benoît. On ne s'arrête pas là, David lui a testé le Super Soco CPX, un scooter urbain électrique équivalent 125 cm3 qui commence à 4300 € avec une seule batterie et vous allez voir un bon scooter plutôt agile en ville mais avec une autonomie un petit peu limitée. Et enfin on finit par l'ami Tanguy, le roi des écrans, qui a testé rien de moins qu'un écran 75 pouces 8K, le Sony XR75 Z9J, j'espère que je l'ai bien prononcé. Encore une fois, quel est l'intérêt d'avoir un téléviseur 8K en 2021? Je ne le sais pas exactement, mais c'est un téléviseur qui fonctionne déjà pas mal. Voilà pour tous les tests des numériques. Je vous souhaite une bonne lecture aujourd'hui. Nous, évidemment, on se retrouve demain à 11 h pétante pour le live. On se retrouve demain en fin de journée vers les 18-19 h, évidemment, pour ce condensé. Et puis, on se retrouve aussi, encore une fois, en live demain exceptionnellement, puisque à 18 h 30, on prendra l'antenne pour suivre toutes les annonces de rentrée d'Apple. Des gros bisous et donc à demain et à demain.